Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de 1991. Nous allons essayer de revivre ensemble les grands moments de cette année écoulée, les événements qui ont marqué le monde, ceux qui vous ont impressionné, ému et fait sourire. Ces événements, nous les avons choisis, sélectionnés en raison de leur importance bien sûr, mais aussi de leurs conséquences pour les années à venir. Les uns sont dramatiques, les autres sont porteurs d'espoir. Ils symbolisent tous cette fin de XXe siècle où tout bascule, le monde change avec nous et parfois malgré nous. Voici donc le sommaire de cette émission, images, témoignages et musique. La guerre du Golfe racontée par les journalistes d'Antenne 2, l'aventure d'Eddie Mitchell et le regard de Guy Bedos. Retirez-vous du Koweït. La fin de l'Empire soviétique, la fin du communisme, la fin de Gorbatchev. La traversée du siècle d'un grand artiste, vie et mort d'Yves Montand. Proche-Orient, l'année de tous les espoirs, de Madrid à Washington, c'est la paix qu'on négocie. Guerre civile en Yougoslavie, la tragédie du peuple kurde, un homme sur tous les fronts des droits de l'homme, Bernard Kouchner. Le plus grand scandale de ces dernières années en France, les hémophiles contaminés par le virus du sida, le témoignage de Jean-Christophe, 13 ans. Des appréhensions, parfois, pas souvent, et je pense pas que j'ai peur. Sport, en 1991, l'année de tous les exploits, Lyon, Tokyo, Pacifique. Enfin, hommage au poète de toute une génération, l'homme de la javanaise. Voilà pour le sommaire, mais nous avons choisi de commencer cette émission par la Terre. En effet, au cours de l'année 1991, de nouvelles catastrophes écologiques sont venues menacer encore un peu plus la planète. Les scientifiques affirment que la Terre disparaîtra dans 5 milliards d'années car le Soleil s'éteindra. Mais attention, la fin de notre planète risque d'être beaucoup plus proche si l'homme continue à polluer autant et aussi gravement son environnement. Chaque année, 20 milliards de tonnes de gaz carbonique sont lâchés dans l'atmosphère. 17 millions d'hectares de forêts sont anéantis. Au total, disparaît chaque minute l'équivalent de 6 terrains de football. Sans oublier la mort d'ici l'an 2000 déjà de 140 000 espèces végétales et animales. C'était un cri d'alarme car la Terre est en danger. Je vous propose à présent d'entrer de plein pied dans ce qui a été l'un des événements les plus dramatiques, mais aussi les plus médiatiques de l'année, la guerre du Golfe. Commencé le 2 août 90 avec l'invasion du Koweït par les troupes irakiennes, cette guerre allait se terminer 7 mois plus tard avec la victoire des troupes alliées. 7 mois d'attente et d'angoisse dont les conséquences continuent à se faire sentir dans la région. 7 mois qui nous sont relatés par des hommes et par des femmes qui ont vécu le conflit sur le terrain, les journalistes de la rédaction d'Antenne 2.
Quand les Américains ont débarqué en 1944 sur les plages de Normandie, j'avais 4 ans. Je n'ai bien sûr aucun souvenir de ce débarquement, mais j'en ai tellement entendu parler durant toute ma jeunesse par mes parents que là-bas à Darin, en ce mois de septembre 90, j'avais l'impression de revoir les mêmes images. Ces milliers d'hommes, ces centaines de chars qui débarquaient. J'avais l'impression de revivre en fait le scénario de la logique de guerre. Et j'en ai déduit à ce moment-là que les Américains n'étaient pas là simplement pour faire une manœuvre d'intimidation, mais qu'ils allaient vraisemblablement s'engager contre les Irakiens. Fidèle à son image, le rouleau compresseur américain prendra son temps pour s'installer dans les sables d'Arabie. Méthodique, un brin folklorique, mais toujours précis et minutieux, le dispositif US se met en place comme les pièces d'un puzzle, avec des allures parfois de grand carnaval. Ne nous y trompons pas. Ce qui fait la force et le moral d'une armée, si loin de ses bases, ce sont aussi les détails. Chou-fleur et bacon servis chaud, en plein désert. Courrier distribué tous les jours aux unités. En 6 mois, plus d'un demi-million de soldats américains, dont 30 000 femmes, débarqueront dans les sables d'Arabie. De l'autre côté du désert, venant de Yambou, au bord de la mer Rouge, les troupes françaises remontent elles aussi vers le nord. Petit à petit, le ballet du corps expéditionnaire allié va prendre forme. Chaque composante du bouclier du désert va répéter des dizaines, des centaines de fois ce scénario de l'offensive terrestre contre ce que l'on appelait alors la forteresse irakienne, la 4e armée du monde. 700 000 hommes de 26 pays, dont 19 Français, seront mobilisés dans la libération du Koweït. L'armement le plus moderne du monde sera engagé dans ces combats du Golfe qui, malgré les menaces de Saddam Hussein, resteront conventionnels. Les nuits seront longues dans les sables d'Arabie. Avant de se battre, il faudra aussi apprendre à tuer le temps. Quand je suis arrivé en Irak au début du mois d'octobre, Saddam Hussein retenait toujours les otages. Il circulait librement dans Bagdad et au premier abord semblait plutôt détendu. Le soir, nous sommes allés à l'hôtel Mansour, le Veldiv, comme l'appelaient entre eux les otages. Et dans le hall, nous avons vu des hommes encadrés par des soldats. Ils nous ont aperçus et ont commencé à crier leurs noms. Et nous, on avait du mal à noter ces noms parce que les militaires les repoussaient pour les empêcher de nous parler. C'était des Français qui venaient d'être capturés au Koweït et qui allaient être emmenés sur des sites stratégiques. Alors ils ont hurlé « Prévenez l'ambassade de France ». Puis les soldats les ont précipités dans un escalier. J'ai eu un sentiment de totale impuissance, comme j'imagine beaucoup de gens pendant les rafles de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il se passe quelque chose de vraiment grave ici. Août 90, Saddam Hussein tapotant la tête un enfant otage. Saddam, metteur en scène tyrannique d'un théâtre d'ombre, pour public, les spectateurs occidentaux, pour décor, l'Irak. Premier acte, les otages. On ne nous laisse filmer que les rendez-vous quotidiens à l'ambassade de France ou les promenades en liberté dans Bagdad. Mais pas les prisonniers sur les sites stratégiques. Nous devons jouer à cache-cache avec la censure pour le rappeler dans nos commentaires. Deuxième acte, l'embargo. Des marchés regorgeants de nourriture pour signifier « nous pouvons tenir un siège longtemps ». L'envers du décor, déjà des tickets de rationnement pour les produits de première nécessité. On nous montre les hôpitaux pour attirer l'attention sur les effets désastreux de l'embargo, le manque de médicaments pour les tout-petits. Nous devons souffler que ces médicaments existent, mais stockés par l'armée. Troisième acte, le ballet. Le ballet des militaires défilant dans Bagdad pour rappeler que l'armée irakienne est prête pour le combat. Mais nous ne pourrons jamais aller sur le front. Le final, la libération des otages. Les Français d'abord pour tenter de diviser les Alliés. Finalement, tous les otages seront libérés avant Noël 90. Pendant cette période, Saddam tente d'appliquer vers l'extérieur ses méthodes de gouvernement basées sur l'intoxication et la terreur. Pour ces sujets, il fait créer une pièce où l'on voit les soldats américains plus accrochés à la drogue qu'à la victoire. Le 17 janvier 91, l'Irak ne sera plus qu'un théâtre d'opération.
Janvier 91, il reste moins d'une semaine avant l'expiration de l'ultimatum des Nations Unies. La dernière chance de la paix va se jouer le 9, à l'hôtel intercontinental à Genève, le temps d'un ultime tête-à-tête entre l'Irakien Tarek Aziz et l'Américain James Baker. Et le 8 janvier, en retrouvant l'architecture austère mais l'ambiance amicale de l'intercontinental, je pensais aux civières du commandant Lamb. Je l'avais rencontré quelques mois plus tôt en Arabie Saoudite. Il avait été pilote ambulancier au Vietnam, puis avait choisi de devenir médecin. Mais ce jour-là, dans sa petite infirmerie de campagne, le simple spectacle de toutes ces civières vides, immaculées, impeccablement alignées comme pour mieux accueillir leurs victimes à venir, ce simple spectacle m'avait paru insoutenable. Peut-être ces civières ressemblaient-elles trop à des mauvais souvenirs du Cambodge, du Liban ou d'ailleurs. Peut-être aussi ressemblaient-elles déjà à des milliers de civières qui attendaient partout au Proche-Orient, qui attendaient, sans trop y croire, un miracle à Genève. Alors, quand Tarek Aziz arrive sans se presser à Genève, toute une planète guette anxieusement sur son visage un signe, dans sa voix une intonation. Well, good evening, ladies and gentlemen. I know that, Tiens, fini le ton apocalyptique à la Saddam Hussein. Tarek Aziz se dit porteur de nouvelles propositions et vient dans un esprit constructif. Constructive talks with Secretary Baker. James Baker, lui, débarque au pas de course. Il ne vient pas négocier mais prévenir. Si, conformément à la volonté des Nations Unies, l'Irak se retire du Koweït, il ne sera pas attaqué. Sinon, la guerre sera inévitable. Et voilà, une poignée de main sans chaleur, des sourires contraints. En ce 9 janvier à 11 h, Américains et Irakiens pour la première fois face à face depuis 5 mois. 13h15, les délégations se séparent sans pipe et mot. S'agit-il déjà d'un échec? Non. Les conversations vont reprendre à 14h30. Mais le silence est toujours de règle. Dans les couloirs de l'Intercontinental, sur les places boursières, les rumeurs se déchaînent. Comme à 16h50, lors d'une interruption de séance, quand James Baker explique qu'il va seulement se laver les mains. Comprenne qui pourra. Les discussions reprennent une troisième fois. Il reste encore un peu d'espoir, pourtant tout est déjà fini. Regrettably, ladies and gentlemen, I heard nothing today that... À 19h58, James Baker annonce l'échec de la rencontre. Le compte à rebours de la guerre du Golfe a commencé. Safania, c'est le bout du monde et c'est bien pour ça qu'on avait choisi de s'installer là. Un bidonville, un carrefour, un immense parking, le dernier village habité sur la route du Koweït, au nord de l'Arabie Saoudite. Pendant un mois, nous avons vécu dans une cabane de tôle avec des gens qui, eux, ne rêvaient que d'une chose, s'enfuir, mais ils n'avaient pas le choix. Indiens, Pakistanais, Philippins, c'étaient les ouvriers, ou plutôt les esclaves de leurs propriétaires saoudiens. Ils ont vu passer la guerre devant la porte de leur taudis, une guerre qui n'était pas la leur. Nous étions venus exprès pour la filmer, cette guerre, pas en cinémascope, pas en stéréo, avec l'armée américaine, non, plutôt à travers le regard de ces immigrés et de ces petits soldats venus de France, du Sénégal ou du Qatar. On n'a pas vraiment vu la guerre, mais on a vu des hommes, lâches ou courageux, des hommes. À 50 km au nord de Safania, Khafji, ville frontière, ville déserte. Il a suffi d'un seul obus irakien pour que l'armée saoudienne s'enfuit à toutes jambes. Khafji, ville ouverte, ville piège, les Américains campent juste derrière. Le 29 janvier, l'armée irakienne est entrée dans Khafji. Réplique immédiate, les troupes des pays arabes appuyées par l'artillerie américaine s'offrent une victoire facile. On a laissé les Irakiens tomber dans un cul-de-sac. En 3 jours, tout est réglé. À Khafji, on aura compris si besoin était que la soi-disant 4e armée du monde est une armée de gueux qui préférera se rendre plutôt que de mourir pour Saddam. Il y a des Irakiens qui sont obligés de faire la guerre. Dès le moment qu'on arrive, il dit, ça y est, vous êtes abandonné. Il abandonne tout de suite. Quand il voit les chars viennent sur eux, il abandonne. Il se rendait quand vous arriviez?
3 semaines plus tard, la guerre terrestre, la vraie, les Alliés l'emporteront presque sans se battre. Le test de Ravji s'est avéré fiable. L'alerte, tout le monde l'attendait, la redoutait en Israël. Pourtant, quand la sirène a résonné, ça paraît incroyable, c'est la fatigue ou la tension, mais moi je n'ai rien entendu, je dormais. Je suis finalement arrivé à l'abri en pyjama, avec le masque à gaz qui ne devait plus me quitter, et ce téléphone satellite qui a révolutionné notre travail. Avec l'équipe, nous avons immédiatement pris la route de Tel Aviv, surréaliste la route, pas une voiture, la radio diffusait une marche funèbre. Dans Tel Aviv, désert, il nous a suffi de suivre l'une des innombrables ambulances pour découvrir le premier scud de la guerre du Golfe tombé sur Israël. Il y en aura ainsi une quarantaine qui en un peu plus d'un mois va bouleverser la vie de l'État hébreu. Car c'est bien la première fois qu'Israël est touché au cœur. Jamais, ni en 48, ni pendant les guerres des 6 jours et du Kippour, l'ennemi n'avait pu atteindre Tel Aviv. Le choc est terrible, même si depuis plusieurs semaines déjà, les autorités d'exercice en conseil tentaient de préparer la population. Les attaques aériennes sont quasi quotidiennes. Les patriotes, missiles antimissiles installés par les Américains, parvenant trop rarement à détourner les Scuds irakiens. Alors beaucoup craquent. La panique les conduit dans les souterrains de la ville où ils espèrent échapper à la roulette russe qui se joue dans le ciel. Au-dessus, la vie est arrêtée. Elle restera paralysée tout au long de la guerre. Mais la position de l'État reste inébranlable. Le gouvernement réussit même un tour de force, résister à la pression croissante de son aile droite et de la population qui veulent la revanche. Israël ne ripostera pas, renforçant ainsi sur l'échiquier international ses atouts diplomatiques. C'est ici, dans la banlieue ouest de Bagdad, que nous ont emmené ce matin les autorités irakiennes pour constater la destruction de cette usine. Une usine, nous ont-ils dit, qui produisait du lait en poudre et qui aurait été bombardée le 21 et 22 janvier. Et au moment où je vous parle, un missile passe au-dessus de nos têtes et les batteries antiaériennes ripostent. Ce jour-là, c'est le 1er février 91. Nous sommes une quinzaine de journalistes occidentaux arrivés il y a tout juste 24 heures à Bagdad. Et si l'Irak a décidé d'entrouvrir ses portes, alors que ce pays est pratiquement coupé du reste du monde depuis 2 semaines, eh bien c'est pour nous montrer ça. Pour nous montrer que sur le chemin de ces missiles, de ces bombes alliées, eh bien il y a des civils, des hommes, des femmes, des enfants. Ce seront pratiquement les seules images que nous serons autorisés à filmer. Mais l'évidence est là, une guerre ce n'est jamais propre, jamais aseptisée, ni aussi chirurgicale que ces spécialistes l'affirment. This is not a game. Those are human lives. Human lives. Children and elderly and women. Ce jour-là, c'est le 13 février. À 4h45, dans ce quartier nord de Bagdad, 2 bombes traversent un toit en béton armé de 3 mètres d'épaisseur. L'abri d'Al-Amri, selon les Irakiens, construit en 1984. Un bunker, selon le Pentagone, un centre de commandement et de contrôle militaire de Saddam Hussein. 320 morts, des habitants du quartier qui, chaque soir, trouvaient refuge entre ces murs. Combien de civils irakiens sont morts durant cette guerre? Aucun bilan n'a été rendu public jusqu'à présent. Bagdad bombardée, mais pas désertée. Il y a toujours eu foule au marché. Il y a toujours eu à manger, mais pour ceux qui pouvaient payer. Et sur la capitale irakienne, privée d'eau, d'électricité, pas de tapis de bombes, mais des ponts, des bâtiments publics, centres de communication systématiquement bombardés et touchés. Loin de Bagdad, les destructions sont plus massives. Au nord, au sud,
proche ou loin des cibles stratégiques, des quartiers entiers détruits, rasés par l'aviation alliée. Et c'est sur ces routes du Sud que nous avons croisé des soldats irakiens comme ceux-là. Eux que le monde entier a découverts alors qu'ils se rendaient par milliers, avant même la fin des combats. Nous les avions rencontrés quelques jours auparavant en Irak, hagards, épuisés. Ils remontaient du front à pied, en stop. Ils revenaient de ces premières lignes, là où des dizaines de milliers de tonnes de bombes avaient été lâchées en 43 jours de guerre. Soulagés de ne plus avoir faim, de ne plus avoir peur. Quand nous sommes arrivés au Koweït, il était 3 heures de l'après-midi. Cette nuit-là n'était qu'une illusion. Cette joie aussi n'était qu'une illusion. L'apanage des riches propriétaires de voitures de luxe. Le petit peuple de Koweït City lui doutait de voir s'établir enfin la démocratie dans le pays. Il avait raison. Cette libération avait parfois l'air d'un film hollywoodien façon Mad Max. Et nous, les journalistes, des illusions plein les yeux, nous avions décidé d'aller en Irak. Nous pensions la fameuse garde républicaine à genoux, défaite. Erreur, elle se reconstituait. Seule chose juste, elle avait faim. Près de Bassora, on nous arrêta comme dans un braquage. Une semaine à discuter avec les gardiens et puis ce fut l'évacuation vers Bagdad. Nous laissions derrière nous ceux-là qui m'avaient dit « on ne veut plus de Saddam ». De notre hélicoptère, nous apercevions des tirs de Kalachnikov. À terre, on se battait. L'Irak se battait contre elle-même. Ici au sud, les chiites se rebellaient. Au nord aussi, les Kurdes se soulevaient. Tant que le combat se faisait au corps à corps avec les symboles, tout était facile. Ils ont très vite déchanté. Tous, terriblement déchantés. Laissés libres d'agir à sa guise, Saddam était le plus fort. L'armada alliée s'était arrêtée aux portes de l'Irak. Chiites ou Kurdes, débrouillez-vous. Pendant ce temps, à Koweït City, on faisait la chasse aux Palestiniens. Accusés d'avoir été les collabos de l'envahisseur, ils étaient torturés. La guerre était finie. Il ne restait à photographier qu'une illusion de paix. On était près d'un millier d'envoyés spéciaux à Daran, en Arabie Saoudite. On était arrivé gonflé à bloc avec un attirail technique jamais vu depuis les débuts de la télévision. Jamais plus on ne se laisserait avoir comme à Timișoara, et les grosses ficelles de la propagande de Saddam Hussein nous faisaient sourire. Cet événement-là, on allait le faire vivre en direct à tout un pays. Mais il y a une chose à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que les Américains, de leur côté, avaient tout prévu. Non seulement pour nous empêcher à tout prix de remplir notre mission d'information, mais surtout pour faire de nous les instruments dociles de la plus fantastique machine à désinformer jamais concoctée par un pays en guerre. On en a pris conscience au moment de la bataille de Ravji, et là, tout d'un coup, la colère nous a pris. Ce jour-là, en effet, nous avions tout essayé pour parvenir à Ravji sur les lieux de la première bataille terrestre, jusqu'à ce que des policiers militaires saoudiens nous braquent à la mitrailleuse lourde comme des ennemis. Cette guerre, ce fut aussi, des deux côtés, une guerre contre les journalistes. À Bagdad, Saddam Hussein les soumet à une censure pesante, tatillonne, contradictoire. Il ne tient guère à montrer l'ampleur du désastre dans lequel il a entraîné son peuple, même s'il est tenté parfois d'utiliser les malheurs du pays bombardé pour étayer sa propagande. À Daran, en Arabie Saoudite, au contraire, tout semble avoir été fait pour faciliter notre travail, mais tout a été manigancé pour nous piéger. Tout le nord de l'Arabie Saoudite est décrété zone interdite aux reporters. Pendant toute la guerre, il faudra se faufiler clandestinement. Création d'un pool de guerre réservé exclusivement aux grands médias américains, des journalistes aux ordres, dont les œuvres soigneusement passées à la moulinette de la censure militaire
seront gracieusement offertes aux rédactions du monde entier. Des conférences de presse délibérément mises en scène, avec intervenants triés sur le volet pour leur séduction ou leur bonne boule. L'objectif est double, utiliser les médias internationaux pour tromper Saddam Hussein sur les véritables intentions de l'état-major allié. Et surtout, neutraliser les opinions publiques, leur donner l'illusion d'un grand jeu stratégique, dont les projectiles intelligents ne font mouche que sur des cibles militaires, tout en évitant soigneusement de faire couler le sang. Pendant ce temps, sur le terrain, à l'écart des regards indiscrets, la mort fait son œuvre. 250 tués environ du côté des Alliés, plus de 200 000 sans doute du côté irakien. Civils écrasés ou brûlés vifs dans les bombardements des villes, mais surtout troufions des premières lignes, massacrés sur les routes de la débandade ou dans les sables du désert. On le sait aujourd'hui, des milliers d'entre eux furent enterrés vivants dans les tranchées, au bulldozer, par l'armée américaine. Une véritable armée morte, sans sépulture et sans prière, escamotée par les deux camps. Et puis, en marge de ce conflit, il y a tout juste un an, rappelez-vous, une image et une voix. Celle d'Eddie Mitchell dans le désert, le concert interdit par les autorités saoudiennes. Ma langue est râpée, mais j'aime le Lèche-Botte Blues. Veut dire que de la France, je suis l'enfant. Je veux des médailles, je veux des batailles, puis c'est ma vie. Y'a pas que le sable qui sent chaud, mais y'a surtout le vin de ta peau. M'apprendre à tuer, quand je t'aimais, mais rester en vie. Préfère les d'autres jeunes. L'Algérie, c'est beau, belle vue du Sacré-Cœur. 60-62, que ça peur.
Eddie Mitchell, bonsoir. Bonsoir. Avec le recul, est-ce que vous regrettez d'être allé sur place en Arabie Saoudite? Oh, pas du tout. Non, ce que je regrette et ce qui était déplorable, c'est le fait que sur place, j'ai pas pu donner le concert, que fort heureusement, ça a été réalisé en juillet de l'année dernière, de cette année, pardon, 91. Bon, bravo, mais sinon, non, ce que je regrette, c'est, avec le recul, de voir les images qu'on pouvait apercevoir à la télévision, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Alors justement, dans votre chanson 60-62, vous dites « L'Algérie, c'était plus beau, mais vu du Sacré-Cœur ». Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, un an après, que le Golfe, c'était plus beau, mais vu de la Tour Eiffel ou du Sacré-Cœur? C'est pas la même guerre. Pas la même guerre. Mais c'était une guerre. Oui, c'en est. De toute manière, c'est pas gênant. Je veux dire, dans 60-62, c'est une chanson franchement antimilitariste sur l'époque de la guerre d'Algérie, où alors là, il y avait par contre aucune information. Et il y avait donc censure, et on représentait toujours la jeunesse de cette époque-là, avec des queues de cheval en ce qui concerne les jeunes filles, des jolies robes Vichy, et des garçons avec des bananes qui ne pensaient qu'à lancer le rock'n'roll. Voilà. Alors ça, c'est une vraie prise de position anti-guerre. Ah bah oui, de toute façon, même les militaires ne sont pas pour la guerre, je sache. C'est pas eux qui les déclarent, de toute façon. Eddie Mitchell, c'est une question rituelle que nous posons à tous les invités ce soir. Quel est votre vœu pour 1992 ? Eh bien, je souhaite que 92 soit moins morose que 91. Quand je dis morose, c'est que ça reparte. Quand je dis que ça reparte, c'est que les gens retrouvent non seulement le sourire, mais beaucoup de travail et que tout s'arrange dans tous les pays du monde. Eddie Mitchell, merci. Vous restez avec nous car je vous propose un autre regard sur ce conflit. C'était aussi en pleine guerre du Golfe, à l'Olympia, un spectacle de fraternité et d'espoir. Guy Bedos, Smaïn, Michel Boujna, extrait choisi. Et voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. Et moi, je ne suis pas emmerdé. Il faut que je fasse rigoler avec la guerre. Les missiles Scud sur Tel Aviv, ça on a vu, ça a fait du dégât quand même, ça a fait du dégât sur Tel Aviv. Alors, on félicite les Israéliens pour leur sang-froid. C'est vrai qu'ils ont du sang-froid, surtout les morts. Je pense aux Juifs russes qui se tirent de Tchernobyl pour se réfugier en Israël. À peine arrivé, on lui met un masque à gaz sur la tronche. Le mec, il se dit, je suis vraiment juif. Alors là, j'avais un doute jusque-là, mais là, alors là, je suis certain, moi je le suis. Alors là, tout le monde m'énerve en ce moment. Les bellististes m'énervent, les pacifistes m'énervent, ils veulent tous me faire signer leur putain de pétition. Merde! Voilà, merde! Je rencontre des juifs qui trouvent que je suis pas assez anti-arabe, les arabes qui me trouvent pas assez anti-juif. Forcément, je suis anti-raciste. Je suis coincé. Il m'arrive quelquefois d'être anti-français. Je suis surtout anti-con. D'où l'importance de cette soirée. Ceci dit, et quand je dis ceci dit, je ne peux offenser personne, ce n'est plus tout à fait un secret que Saddam Hussein a financé quasiment tous les partis politiques français. Du RPR, voire l'embarras de Chirac, c'est ainsi. On ne comprend plus un mot de ce qu'il dit. Je dément ce que j'ai démenti, je suis d'accord avec ce que j'avais dit le jour où je n'étais pas d'accord avec ce que j'avais dit. Bon, allez, on va aller rentrer. Bon, Chirac fait. L'Irak aurait, dit-on, financé, arrosé également un certain courant du Parti socialiste que
Je ne citerai pas pour ne pas gêner les ministres qui sont dans la salle. De toute façon, dans ce parti, il y a tellement de tendances, quoi que tu dises sur quelqu'un, ça fait toujours plaisir à quelqu'un d'autre. Hein. Et je le dis pour les quelques skinheads qui ont passé les cordons de police et qui me suivent partout, vous savez que le Front National est financé par un arabe. Ceux-là, comme disait Prévert, ils ont leurs cheveux courts, ils sont chauves à l'intérieur de la tête. Pauvre con, là, pauvre con. Je parlais tout à l'heure des conséquences de la guerre du Golfe. L'une des plus importantes a été ce que l'on a appelé la tragédie du peuple kurde. Lorsque cet événement s'est produit, un homme, un Français, s'est battu pour faire admettre aux Nations Unies le principe du droit d'ingérence, c'est-à-dire le droit de secourir des populations en danger de mort malgré les frontières. Cet homme est avec nous ce soir. C'est l'une des personnalités les plus originales du gouvernement. Avec lui, ce sont les droits de l'homme que nous accueillons. Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Bernard, on vous a vu cette année sur tous les fronts. Est-ce que vous pensez que 1992 sera aussi dramatique que 1991? J'espère que non. 91 fut vraiment brutale et déchirante. Je veux dire, elle a aussi, de la guerre du Golfe à la Yougoslavie, rapproché des dangers. On avait l'habitude des périls et des souffrances dans le tiers-monde, plus loin de chez nous. Et puis avec la Yougoslavie, c'est vraiment le cœur de l'Europe. Alors, moi, malheureusement, je m'occupe de situations dramatiques. Et il y a eu aussi dans l'année, j'espère, beaucoup de sourires et de joie. Mais l'année 91, je crois, sera un souvenir particulièrement douloureux pour beaucoup de gens. Pas seulement pour nous, qui avons de la chance et qui ne nous en rendons pas compte. Alors justement, Bernard Kouchner, on vous a demandé de sélectionner les événements marquants de cette année 91 pour vous, et vous avez choisi de commencer par la tragédie du peuple kurde. On va regarder. Oui, parce qu'il faisait très froid, c'était en mars et en avril, et dans la montagne il faisait très froid, et la nuit les enfants mouraient et les vieillards sans doute aussi. Il faut dire que le peuple kurde, personne ne l'avait vu dans cette guerre du Golfe qui avait été menée, on s'en souvient, au nom du droit international et du pétrole. Et M. Saddam Hussein n'avait pas le droit de franchir sa frontière, mais il avait le droit de massacrer son peuple, et le voilà. Voilà une partie de son peuple à la frontière de la Turquie qui ne s'est pas ouverte pour laisser passer ces malheureux. Et puis, les Kurdes, vous savez, c'est un peuple de 25 millions, sans frontières et dont tout le monde se moquait, y compris lorsque, ça ce sont des avions de secours qui vont parachuter des vivres, mais on s'en moquait en 88 lorsqu'on bombardait ces gens-là à l'arme chimique. Alors voilà ces camps inimaginables qui ont poussé dans la montagne parce qu'ils ont craint, ces Kurdes, de recevoir à nouveau des bombes chimiques, et ils ont fui immédiatement, de façon irrépressible, sans rien en réalité. Et ça c'est un Herculès de l'armée américaine, mais il y avait des Transals français, et je me souviendrai toujours, j'étais dans le premier Transal qui a parachuté des vivres, et c'était pas du tout ça, et c'était beaucoup mieux ordonné et beaucoup mieux fait, et voilà. Au début, il fallait d'abord parer au plus pressé, les empêcher de mourir de faim et de froid. C'est pour ça que cette entreprise humanitaire fut sans doute la plus grande de tous les temps, et menée par l'armée, par des militaires remarquables, mais très exceptionnels. Pas ceux-là, ça ce sont des Turcs qui évidemment malmènent les réfugiés. Mais ce qu'ont fait les forces alliées sera un précédent, tout à fait discutable et tout à fait particulier, mais un précédent. Ce ne sont pas les armées qui font l'aide humanitaire d'habitude, mais là, sous mandat des Nations Unies, il y a eu cette aide, parfois évidemment trop tard, avec beaucoup trop de morts, mais des organisations non gouvernementales, des médecins français en particulier, qui ont beaucoup travaillé, qui se sont beaucoup indignés. C'est le droit d'ingérence, Bernard? C'est le droit d'assistance humanitaire. On pourra en parler là aussi de ce droit d'ingérence. Là, c'est la terre desséchée du Soudan. Sud-Soudan, une guerre depuis 9 ans entre le Sud et le Nord.
pas d'eau, pas de vivres, pas de médicaments. Et maintenant, ces jours-ci, une guerre à l'intérieur même des forces du Sud. Une guerre entre un Sud qui est animiste et chrétien, où ils sont noirs, et un Nord, musulman et blanc. Une aide bien difficile parce qu'il faut construire ces corridors humanitaires, justement. Il faut pour ça un droit d'assistance, et c'est l'honneur de la France d'avoir fait voter à l'ONU des résolutions qui permettent d'accéder à ces populations. Mais il fallait imposer notre présence, il fallait faire repartir ce qu'on a appelé le pont de la vie, que l'UNICEF a, parfois trop tard, parfois à temps, construit pour sauver ces femmes et ces enfants. Et ça, c'est le droit d'assistance humanitaire. On appelle ça trop vite le droit d'ingérence parce qu'on voudrait s'ingérer, on voudrait dire aux dictateurs, on voudrait dire aux armées, on voudrait dire aux puissants partis uniques, vous n'avez pas le droit de tuer vos ressortissants. Mais malheureusement, chez eux, ils ont encore le droit. Regardez, ils ont le droit. Et nous avons le droit de nous indigner parce que le premier pouvoir d'indignation, c'est celui de l'image. S'il n'y avait pas d'image, il n'y aurait pas d'indignation, et c'est l'honneur des journalistes de le faire. Et quand je pense aux journalistes et que je vois la Yougoslavie, en Yougoslavie, beaucoup plus de journalistes sont morts que sur tous les fronts. Et notre ami Pierre Blanchet, on s'en souvient, et là, c'est Médecins sans frontières qui, très héroïquement, a été chercher les blessés à Vukovar, et 2 infirmières ont été elles-mêmes blessées au retour. Et il faut saluer le dévouement de toutes ces femmes et de tous ces hommes volontaires. Et Vukovar est tombé. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit sur un fond historique agité, sur des siècles de haine, du souvenir de la guerre de 1945, qui fait que d'un côté, c'est vrai, massivement, du côté croate, il y avait les Oustachis alliés aux nazis, et de l'autre, les Serbes alliés à l'Union soviétique. Et ce souvenir est tel que maintenant, on croit encore revivre cette guerre. Et voilà des gens qui croient se battre en 1945, alors qu'une armée puissante, l'armée serbe, l'armée fédérale, mais l'armée serbe, bombarde, et là c'est Dubrovnik, les Croates, et les Croates n'ont très peu d'armes, et en fait l'armée serbe, il faut le dire, il faut quand même qu'on s'en rende compte, est une armée qui a des buts de guerre et qui envahit, est une armée conquérante pour stabiliser peut-être un front et qu'un jour viennent des casques bleus au plus vite. Mais on peut dire aussi que du côté serbe, il y a des manifestations pour la paix à Belgrade, et elles sont bien courageuses ces femmes, je les salue, parce qu'il y a peu de voix qui s'élèvent lorsque l'enchaînement de la violence est tel qu'on croit venger son père, son grand-père ou son vieux cousin. Et ça, c'est tout près de chez nous, et quand on rentre chez soi et qu'on voit l'intolérance chez nous, on a peur. C'est le continent africain, ça c'est le Zaïre, et on se dit, bon, on connaît l'histoire du Zaïre avec un président Mobutu qui... Dictateur lui aussi? Oui, on ne peut pas dire que ce soit un grand démocrate. Et je crois que la France a fait, peut-être tardivement, mais avec courage, a manifesté sa volonté de voir la démocratie s'installer en Afrique, parce qu'on dira ce qu'on voudra, mais la seule solution à tous ces maux s'appelle la démocratie, c'est-à-dire voter sur plusieurs listes, être libre de se réunir, de parler, avoir 2 projets. La démocratie, c'est pas seulement une liste politique, c'est 2 projets villageois concurrents, creuser un puits de 2 façons, c'est pouvoir parler aux gens. Alors en ce moment, il y a un grand péril sur le continent africain de pillage, et le Zaïre est un des pays les plus riches et les plus importants et les plus puissants d'Afrique, au centre du continent, mais sans volonté politique vraie. C'est bien joli l'humanitaire, vous savez, ça ce sont des Français ou des Belges protégés par des détachements courageux de l'armée française ou belge, qui traversent le fleuve pour aller se réfugier au Congo-Brazzaville. Mais c'est très joli d'aider les gens, de faire de l'humanitaire, comme on dit, c'est-à-dire de s'intéresser aux hommes. Mais s'il n'y a pas de politique vraie derrière, on se trouve parfois un peu désarmé. La France a une politique vraie derrière sur le Zaïre, sur le continent africain. Oui, mais la France veut la démocratie, mais ne peut pas l'imposer, ou alors c'est une guerre à chaque fois. Bernard Kouchner, de tous ces événements que l'on vient de voir, il y en a un qui se poursuit actuellement, des gens continuent à mourir, c'est la Yougoslavie. Malgré vous, vous avez été impuissant. Oui, les Kurdes continuent de mourir, les Kurdes continuent d'être assassinés par M. Saddam Hussein, et on ne fait plus rien. Mais parlons de la Yougoslavie. On a beaucoup espéré de l'Europe qui a fait ce qu'elle a pu, mais vous savez, séparer des gens qui veulent se battre, j'ai compris une chose, moi, en Yougoslavie. On proposait la paix, mais proposer la paix à des gens qui veulent faire un pays et qui ont besoin de se battre pour ça, c'est très difficile. Alors nous avons été impuissants, la France en tout cas, à Dubrovnik, dans un petit endroit symbolique, Raguse, la culture du monde, et la culture méditerranéenne en particulier. Nous avons établi des corridors humanitaires
des îlots de paix que nous avons essayé d'agrandir et pour le moment, ça se prolonge. Je crois que nous avons réussi à démontrer que les méthodes de l'action humanitaire, la ténacité, l'obstination, être sur place, c'était aussi de la diplomatie et de la politique. Mais c'est vrai que... Mais la guerre continue. Oui, la guerre plus belle. continue. Oui, alors avec un espoir de la venue des casques bleus, avec le 15, une date butoir pour l'Europe, reconnaissance ou non. Mais il faut bien comprendre que non seulement le passé, il y a quelque chose de psychopathologique dans la tête des Serbes et des Croates, et peut-être des autres. C'est qu'ils règlent les comptes de leurs grands-pères parce qu'ils ont été étouffés. Pendant 45 ans, le nationalisme et les haines ont fermenté sous le communisme. Alors ils poursuivent ce combat-là, et puis ils veulent plus vivre ensemble. Quand un couple ne veut plus vivre ensemble, il y a des divorces, il faut se séparer, il faut qu'ils se séparent, il faut qu'on le reconnaisse, il faut qu'ils arrêtent de massacrer les plus forts, massacrant quand même les plus faibles. Encore une fois, malgré l'évidence des souffrances des deux côtés, il faut quand même considérer que l'armée fédérale bombarde des gens qui n'ont pas de canon ni de missiles, les Croates. Bernard Kouchner, on vous a vu beaucoup à l'étranger tout au long de cette année 91, mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que les problèmes en France, la misère, le chômage, les banlieues, méritent aussi votre indignation, votre cri et votre passion? Oui, mais oui, mais seulement d'abord je ne peux pas tout faire, deuxièmement c'est plus ma fonction. Je suis tout à fait... Mais écoutez, dès que je peux m'indigner, j'arrête pas d'être indigné, moi je suis le spécialiste de l'indignation. Alors j'aimerais bien me détendre un petit peu et puis qu'on rigole. Écoutez, chômage, misère, banlieue, violence, faisons quelque chose chez nous. On ne peut plus travailler seulement chez nous sans regarder ailleurs, on ne peut plus travailler ailleurs sans s'intéresser et travailler chez nous, c'est vrai. Mais quand même, lorsqu'on arrive de Yougoslavie, lorsqu'on sait ce qui va peut-être se passer dans l'ex-Union soviétique, comme cette poudrière de l'Europe centrale apparaît dangereuse, et qu'on s'aperçoit que chez nous, dans un pays qui, je vous assure, par rapport à tous les autres, est encore le plus riant et le plus facile à vivre, malgré les malheurs, et malgré des malheurs vécus dans la richesse, donc encore plus difficile, et qu'on s'aperçoit que chez nous, l'intolérance gagne, qu'il y a 20% d'extrême droite malgré les sondages, ou grâce aux sondages, ou peut-être, en tout cas dans les sondages, on se dit que nous assistons à un phénomène comparable aux années 30, qu'il faut faire très attention, que la haine et l'intolérance en Yougoslavie qui font s'assassiner les hommes montent aussi chez nous. Et c'est ça qui me fait pas peur, mais qui m'indigne aussi. Vous avez une recette contre l'intolérance? Oui, se parler. Se parler, pas seulement à la télévision, peut-être entre soi, parler à son voisin, faire des efforts comme on le fait à Dubrovnik, peut-être aussi pas assez. Je vous assure, quand on revient en France, c'est d'abord la grogne, la grève, la grisaille, et puis après, finalement, quand même, on s'aperçoit qu'on pourrait se parler. Mais on ne le fait pas assez. Les politiques modernes ne mettent pas les gens côte à côte et ne favorisent pas le dialogue. Les politiques, c'est vous aussi. Oui, enfin ça, demandez aux politiques vrais, ils vous diront que ça se discute. Merci Bernard Kouchner. Merci Bernard. Vous parliez un instant de misère, de chômage, d'intolérance. Tout cela s'est traduit l'hiver dernier par une flambée de violence dans les banlieues. Tout a déjà été dit ou écrit à ce sujet. C'est pourquoi, comme un clin d'œil à tous ces jeunes qui se sentent exclus, je vous propose de retrouver Les Inconnus. C'est... Monsieur Taziev, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Haroun Taziev. Bonsoir. Quel est, selon vous, l'événement le plus grave dans le domaine de l'écologie en 1991? Il y en a deux. L'un qui est dû à l'homme, et c'était la très indispensable guerre du Golfe, mais ses ravages écologiques sont énormes. Et l'autre, c'est la plus puissante éruption qu'on ait connue en ce siècle, et même, je dirais, dans ces 2 derniers siècles, qui est celle du Pinatubo aux Philippines. Alors justement, Monsieur Taziev, vous avez choisi de commencer votre sélection d'images de 1991 dans le domaine de l'écologie par ces terribles feux du Koweït, et on va regarder tout de suite. La mise à feu délibérée par Saddam Hussein de plus de 700 puits de pétrole au Koweït, non seulement a été un crime majeur, mais a constitué, du point de vue de l'environnement, un désastre. Pas un désastre pour la planète, comme on le dit communément aujourd'hui, ce n'est pas vrai du tout, c'est un désastre purement local, je dirais local, dans un rayon de 3000 km, c'est donc un désastre régional. Par la pollution que cela a signifié, regardez ce qui est envoyé
dans l'atmosphère comme quantité de produits de combustion du pétrole et de parcelles de pétrole non brûlées. C'est donc une pollution monstrueuse. Et également par pollution des eaux du golfe Persique au bord duquel se trouvent donc ces puits. C'est un des spectacles les plus effroyables, les plus effrayants que j'ai eu dans ma vie. J'y étais allé à la demande de Brice Lalonde, le ministre de l'Environnement, qui souhaitait que la France puisse aider à ramener cette catastrophe écologique provoquée par l'homme le plus rapidement possible à un état acceptable. C'est fait maintenant, mais ça a été quelque chose d'absolument abominable. Mais cette pollution, elle est universelle désormais. Et chacun de vous qui a eu l'occasion de se baigner dans les eaux de la Méditerranée, que j'ai connues il y a une quarantaine d'années, limpides, cristallines et transparentes, peut voir la pollution jusque des kilomètres au large. Et alors lorsqu'on a le triste privilège de plonger au large de Toulon ou de Marseille comme ici, ou de n'importe quelle cité, même petite, voilà le milieu dans lequel on évolue. C'est un scandale absolument monstrueux, entièrement provoqué par l'absence totale de sens civique de trop de nos concitoyens. Nos concitoyens, qu'ils soient français ou européens ou mondiaux, l'homme est mauvais et il fait beaucoup de mal, et notamment le mal qu'il fait à l'eau est terrifiant. De ces catastrophes dues à l'homme, et qui sont les plus redoutables, nous passons maintenant à des catastrophes naturelles. Le volcan Pinatubo, je voudrais vous dire, ces images-ci sont prises en plein jour, entre midi et 2 heures. On se croirait de nuit. C'est éclairé. Ce n'est pas la nuit. Nous sommes en plein jour et un jour de soleil. Il fait une nuit totale tellement est formidablement épais le panache du volcan. Nous sommes sous le panache du volcan. Panache de cendres, panache de parcelles de ponce vomies par le cratère et qui retombent jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de distance, provoque de surcroît des coulées de boue destructrices et meurtrières que dans notre jargon de volcanologue nous appelons des lahars. Il y a eu au Pinatubo quantité d'avalanches de cendres comme celle que vous avez aperçue au début du film, dont vous avez aperçu la nuit en plein jour, et un nombre incalculable de torrents de boue qui ont fait minimum 1 millier de morts. Ça, c'est un chiffre officiel. Et vous savez, les chiffres officiels, que ce soit dans un pays en cours de développement ou dans un pays dit évolué, méfiez-vous toujours des chiffres officiels. Il y a eu donc 1 millier de morts. En réalité, je crains qu'il y en ait eu beaucoup plus. Mais c'est très peu, 1 millier de victimes, pour l'éruption la plus formidable de ces 2 derniers siècles. Haroun Tazieff, on vient de voir un vrai catalogue de l'horreur. Vous pensez qu'il reste encore un espoir pour les générations à venir? Il y a toujours de l'espoir. Vous savez, ce que vous venez de voir, à part la guerre du Golfe, mais les catastrophes naturelles, elles sont là depuis la nuit des temps, depuis des centaines de millions d'années. Il y en a pour des centaines de millions d'années, et l'humanité a survécu depuis 2 millions d'années qu'elle existe. Elle a survécu à des quantités de cataclysmes naturels. Alors justement, Haroun Tazieff, votre vœu le plus cher pour 92, s'il y avait une mesure d'urgence à prendre tout de suite en matière d'environnement, laquelle pour vous? Je parle pour la France, je ne veux pas parler pour le monde, c'est trop compliqué. Pour la France, ce qu'il faudrait, c'est remplacer le ministère de l'Environnement que nous avons, et qui est un ministère presque gadget, tellement faibles sont ses crédits, par un super ministère, c'est-à-dire un ministère avec un budget sérieux, d'une part, et deuxièmement, un ministère dont le ministre aurait le pouvoir de faire exécuter les travaux de prévention divers extrêmement nombreux qu'il faudrait faire à ses divers collègues, pour qu'ils fassent faire
il fasse prendre toutes les mesures de prévention nécessaires. Ça sauvera des vies absolument innombrables. Haroun Tazieff, merci. Qui aurait pu imaginer qu'en quelques heures, l'idéologie la plus puissante du XXe siècle serait balayée? Qui aurait pu imaginer qu'en quelques heures, l'État, le Parti communiste et le KGB s'effondreraient? En fait, l'échec du putsch du 19 août 1991 célèbre la fin officielle du communisme. Aujourd'hui, l'Empire s'est complètement disloqué, l'Union soviétique n'existe plus, une grande puissance disparaît, mais peut-être une autre est en train de naître, l'Europe. Récit de cette année terrible à l'Est qui a fait trembler le monde, Gilles Rabin, Annie-Claude Becquet. Dernier salut d'un grand acteur de l'histoire, Vladimir Ilitch Ulyanov, Lénine. En cette fin d'été, les beaux jours ne font que commencer, face contre terre. Lénine part pour le cimetière des utopies. L'un tente de sourire, l'autre pas. Ils vivent le jour le plus noir de leur vie. Voici les deux chefs du KGB de Vilnius contraints d'affronter la foule et d'aller à pied, mendier dans l'immeuble d'en face, celui du gouvernement de Lituanie, leur propre reddition sans condition. Lendemain de coup d'État manqué, la peur a changé de camp. La plus grande machine à terroriser n'existe plus et l'Empire s'effondre avec elle. Il y a des soirs de fête qu'on a attendu si longtemps que le jour venu, on n'ose pas y croire. Le communisme moribond, l'Empire désarticulé, la liberté pour les peuples asservis, une semaine seulement après l'échec du coup d'État. Moscou, lundi 19 août, les chars entrent dans la ville, le putsch le plus absurde de l'histoire commence. Quand le jour se lève, le Kremlin est cerné, mais déjà, la forteresse est vide. La vieille garde du parti a renversé Gorbatchev, un comité d'État pour la sécurité d'État, en jargon communiste GKCP, a pris le pouvoir. Ce cauchemar, ils l'ont fait souvent depuis le début de la perestroïka, mais ce jour-là, ce cauchemar-là, ils le refusent. Nous n'avons pas d'ordre pour utiliser nos armes. Regardez le chargeur de mon pistolet, il est vide. C'est l'armée qui a peur du peuple. Fais voir tes bottes, montre que tu n'as pas caché des balles dedans. Les putschistes ne l'avaient pas prévu. Contre eux, un chef se dresse. Le premier président de Russie jamais élu au suffrage universel direct, Boris Yeltsin, Boris le Russe. Il s'agit bien d'un coup d'État de droite, anticonstitutionnel et réactionnaire. L'heure est venue pour le peuple de Russie de prendre son destin en main. Les putschistes ne l'avaient pas prévu, le peuple se rebelle.
Première nuit de veille autour de la Maison-Blanche de Moscou, le Parlement de Boris Yeltsin. On dit l'attaque imminente, mais les putschistes hésitent. Sur les barricades, la foule grossit. En cas d'attaque, le bain de sang est désormais inévitable. Et le président américain George Bush a pris parti pour Boris Yeltsin. On reste sans nouvelles de Gorbatchev, toujours retenu et isolé dans sa datcha de vacances. Mais qui se soucie de lui cette nuit-là? Chacun pense vivre ici ces dernières heures. Mardi 20 août, convaincre les soldats un par un s'il le faut de ne pas obéir aux officiers putschistes. Allez, prends, c'est de la soupe. Elle est aussi bonne que chez ta mère. Mange. Et ça marche, l'armée hésite. La seule chose que je peux dire pour moi et pour les autres, c'est que nous n'avons pas de munitions. Demandez à n'importe quel soldat, nous n'avons pas d'ordre pour attaquer. Mais le peuple se méfie. Mercredi 21 août, 2 h du matin, sur les boulevards, à la sortie d'un souterrain, des chars sont bloqués par un barrage de trolleybus. Ils chargent. Des partisans de Boris Yeltsin tentent de les arrêter. Les chefs de char paniquent. Aveuglés, ils foncent dans la foule, ils tuent. Pour stopper le massacre, un général, le commandant militaire de la place de Moscou, arrache le porte-voix d'un milicien. Ils veulent lyncher les tankistes. Ils ont découvert que les chars étaient armés. Trois hommes sont morts, tous jeunes, tous anciens combattants d'Afghanistan. Morts pour rien, personne n'a donné d'ordre, l'armée n'obéit plus aux putschistes. Aujourd'hui, le sang a coulé. Je voudrais que le monde entier voit ça. Tenez, le t-shirt de mon copain. Et pourtant, à cet instant, le putsch vient d'échouer. Gorbatchev libéré revient à Moscou, les mains vides. L'armée rentre dans ses casernes. Pougo, le ministre de l'Intérieur, suicidé. Kryutskov, le patron du KGB. Yazov, le chef de l'armée, et tous les putschistes arrêtés. Le parti communiste suspendu puis interdit. La Russie a gagné et la démocratie avec elle. Gorbatchev a perdu le pouvoir. Il assiste impuissant à l'irrésistible ascension du président russe Boris Yeltsin. Boris Super Tsar. Moscou célèbre ses martyrs. Et Gorbatchev mesure l'étendue de sa solitude. C'est aussi le communisme qu'on enterre, et les décennies de terreur, et les déportations, et les millions de morts du goulag qu'on pleure. En cette fin d'été russe, les premiers jours de liberté ont les couleurs de l'automne. Mais à Moscou, l'automne, c'est la saison la plus brève.
Le combat pour la survie quotidienne, l'héritage de 74 ans de communisme, la République des casseroles vides, qui pourrait un jour être aussi dangereuse que les canons. Aux quatre coins de l'Empire, parce qu'ils n'ont ni la sagesse politique, ni la patience des Baltes, des peuples trop longtemps réprimés s'arment, l'héritage encore. Elle murmure la plainte ancestrale des mères d'enfants tués. Nariman, 15 ans, écrasé par un char soviétique l'an dernier à Bakou. Elle réclame le prix du sang. Et elle pressent qu'il y aura d'autres morts. Cette peur, elle la chante sur les images de Vilnius et de Riga, où l'armée, en janvier dernier, n'avait pas hésité à tirer. Elle croit que d'autres putschistes se dresseront encore sur leur chemin vers la liberté. Un chemin ouvert en grand par Gorbatchev, souvent à contre-cœur. Mikhaïl Gorbatchev, ses échecs constitueront peut-être son chef-d'œuvre. Sur ce plateau, un grand pianiste, il est russe, exilé en Europe depuis 14 ans, mais dans quelques heures, il prend l'avion pour Moscou pour y donner un concert. Ce grand pianiste, c'est Mikhail Roudy.
Mikhail Roudy, bonsoir. Bonsoir. On l'a dit à l'instant, vous prenez l'avion dans quelques heures pour Moscou. Quel type de pays vous pensez retrouver aujourd'hui? Bonsoir. Tout d'abord, je voulais souhaiter une très heureuse année à tous les téléspectateurs avec ce valse de Brahms et ce danse russe de Igor Stravinsky. Bon, ce qui m'intéresse, c'est voir est-ce que les événements aussi radicaux, les bouleversements, peuvent sortir des habitants de l'Union soviétique de leur sorte d'inertie et scepticisme avec lequel ils accueillent depuis plusieurs années tous ces événements qui nous enthousiasment tant. Alors d'après vous, pourquoi le putsch n'a pas réussi? Je crois que sous ces années-là était crucial et les gens n'ont plus de peur. Il n'y a pas cette barrière psychologique qui les empêchait d'agir. Et donc dans l'armée, dans le KGB, dans la population tout court, ils disaient non. Justement, Mikhail Roudy, votre pays n'existe plus. Quel vœu peut-on formuler aujourd'hui pour 92, pour les futurs États que vous allez créer? Bon, évidemment, je voudrais bien d'abord qu'il y ait les produits dans les magasins, que les gens ne souffrent plus de cette pénurie. Je voudrais bien qu'ils mangent, qu'ils s'habillent normalement, bien sûr. Je voudrais aussi, bien sûr, qu'ils s'intègrent le plus vite possible dans tous ces pays démocratiques, occidentaux, normaux. Mais par-dessus de tout, j'aimerais beaucoup que les gens retrouvent leur enthousiasme, retrouvent leur dignité et leur joie de vivre. Mikhail Roudy, merci. Nous ne quittons pas l'Union soviétique et c'est bien normal. On ne sort pas en quelques mois d'un système vieux de 74 ans, sans bouleversement. On ne peut pas avoir accompagné si longtemps une idéologie sans interrogation et révision déchirante. Un homme, un artiste, a personnifié mieux que quiconque sans doute ces relations passionnelles qui ont pu exister entre le monde communiste et l'Occident. Avec lui, c'est une véritable traversée du demi-siècle à laquelle nous vous convions. C'est surtout un hommage à cet homme qui nous a quittés il y a quelques semaines seulement. Voici Yves Montand, aller-retour Moscou, raconté par quelqu'un qui l'a bien connu, Christine Ockrent. Il détestait les cérémonies et plus encore les cimetières. En ce jour de novembre où officiellement nous lui disions adieu, il s'était éclipsé très vite sur la pointe des pieds avec son sourire en coin. Il savait que ce que nous portions en terre à travers lui, c'était le siècle. Ce siècle qu'il avait traversé de façon exemplaire, dans ses engagements, dans ses tourments, dans ses revirements aussi. Ce siècle, comme au fer rouge, portait la marque du communisme, qu'on l'ait haï ou qu'on l'ait adoré. Le communisme avait son paradis et ses peuples avaient un père. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Montand appartenait à cette famille-là parce qu'il était le fils de Giovanni, antifasciste, immigré et pauvre. En 1956, c'est la guerre froide. Le Parti communiste est le premier parti de France, le parti des fusillés et de la classe ouvrière. Montand, à 36 ans, est devenu par la chanson l'idole, le prolo roi, le prolo chantant. Avec Simone Signoret et beaucoup d'intellectuels, en bon compagnon de route, il milite pour la paix et contre l'Amérique. Pas question de désespérer Billancourt et de douter de la vérité imposée, malgré le rapport Khrouchtchev étouffé par le Parti français. Novembre 1956. Les chars soviétiques écrasent à Budapest l'espoir de la Hongrie. Le Parti français approuve. Première fissure. Montand a accepté depuis des mois une tournée à l'Est. Faut-il y aller dans ces circonstances? Après bien des déchirements, des pressions et des insultes, Montand et Signoret, partis de Paris en accusés, débarquent à Moscou en héros. Comme disait Simone, il fait chanteur, elle fait comédienne, ils sont le couple phare de la France. Je tiens à dire que je ne suis pas un homme politique, mais j'ai l'impression, et même la certitude, que les échanges culturels sont plus indispensables que jamais pour la détente et pour la chose la plus importante à mes yeux, pour la paix.
sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. Simone retrouve son rôle favori, groupie. Des jours de colère qui font sortir le populaire, là vibre le cœur de Paris. Toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Le régime, qui fait bien les choses, va se charger lui-même d'une initiation à rebours. Ils sont venus m'écouter, j'étais très très flatté, et on me dit venez, il y a Khrouchtchev, Malenkov, Mikoyan, Molotov et Bulganin. Quand je suis rentré dans le petit salon, laissez-moi vous dire que je n'étais pas aussi à l'aise, apparemment, comme je le suis maintenant. Je suis rentré, j'avais les 5 grands dieux, pour appelons-le par leur nom, des 5 grands dieux. On a beau dire, mais non, mais si, l'équivalent des dieux qui dominent la planète communiste, quoi. Ça fait un paquet de gens, hein. Et on est là, et puis peu à peu, il parle de mon père. Alors, je suis encore beaucoup plus inquiet pour dire certaines choses, alors que j'ai envie de le dire, parce que je me dis, si c'est pas à eux que je les dis, à qui je vais le dire? Et peu à peu, et l'autre il dit, enfin, les fascistes vous ont enfin laissé partir de Paris. Et là, je dis, écoutez, pardonnez-moi, monsieur, mais ce n'est pas les fascistes qui m'ont empêché de partir, c'est nous qui ne voulions pas partir, parce que ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, c'est quand même pas bien. On peut se poser des questions. J'ai dit tout ce que je peux vous dire là, avec un certain retenu au départ, parce que c'est quand même ça, que tu es intimidé quand même, et puis après c'est devenu la discussion vraiment de bistrot. C'est formidable. Mais comme ça, mais non. Il disait, tape sur la table, comme après il t'approche avec la chaussure à Halloween, non. Et on s'est levé de table, et en disant, on reste pas avec des gens comme ça, c'est pas possible. Dire qu'il y a des camps en Union soviétique, quelle horreur, tu comprends? C'est tout ça. Alors, c'est la foi qui bascule. Enfin, c'est la fin de la foi. Oh, c'est pire que ça, c'est la mort de quelque chose de vraiment formidable. Parce que les hommes et les femmes et les combats que nous avons pu mener étaient parfaitement justes. 10 ans plus tard, il exprimera à sa manière la cassure, l'écœurement et la rage d'y avoir cru. 1969, l'aveu. À 47 ans, grâce à Costa Gavras et Georges Semprin, il revit l'histoire d'Arthur London. Le nombre de gens qui parlent de ce livre sans l'avoir lu, c'est quelque chose d'aberrant, y compris, et ça c'est beaucoup plus grave, chez les militants. Ils ont peur, et ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'affaiblir, parce qu'ils ont cru dans le socialisme d'une façon religieuse, et qui croient dans le socialisme d'une façon religieuse, comme j'y ai cru d'ailleurs d'une façon religieuse. Chez moi, il y avait, ma mère qui était italienne, comme tous les latins, avait le crucifix, et au-dessus Staline. Et il restait longtemps, même après le rapport Khrouchtchev à la maison. Parce qu'on continue, quand je dis la maison, parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui la réaction que je connais très bien qu'il va y avoir aussi bien dans les usines, à l'atelier ou n'importe où. Comment? Mais c'est pas possible d'être dans un film comme ça, etc. Tant pis, ça n'a pas. Je suis habitué à ce genre de choses. Personnellement, je ne conçois pas ce travail sans être, si vous voulez, en rapport, j'allais dire en harmonie avec les choses qui m'intéressent dans la vie, qui se passent autour de moi. Ou alors on est un objet standard. On fait des photos pour la presse, à demi à poil ou pas à poil. On fait des ding comme ça, au cocktail tel endroit, au cocktail tel autre. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est le début de l'expiation, de la colère et de sa manière de croisade contre l'oppression. Il disait, tu vois petit, je croirai à la démocratisation quand ils passeront l'aveu à Moscou. Ils le feront en juin 90. Il avait 68 ans. L'Union soviétique est morte aujourd'hui. Montand, lui, chante encore. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion.
Quand j'ai fini, tout recommence. Toute musique me séduit. Et la plus banale romance, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué dans notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. Christine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Christine. Vous avez bien connu Yves Montand. Alors j'avais très envie de vous demander comment il a vécu ce déchirement avec l'Union soviétique. Je suppose que vous en avez parlé maintes et maintes fois, non? Oui, bien sûr. J'ai évidemment connu Montand beaucoup moins longuement, malheureusement, que des gens qui l'ont accompagné, notamment dans ces combats-là, toute sa vie. C'était un sujet qui immanquablement le mettait en colère. Une colère immédiate, automatique, qui s'adressait autant à lui-même qu'aux gens qui l'interrogeaient là-dessus. Par exemple, quand nous avons enregistré cette émission sur ses 20 ans, dont vous avez vu un extrait tout à l'heure, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as encore besoin de me poser ces questions ?» Et en fait, on se rendait compte que cela ranimait en lui cette très vieille blessure. Parce qu'il avait été dupe très longtemps? Parce qu'il avait été dupe très longtemps et que surtout il gardait un attachement sentimental formidable, je crois comme beaucoup de gens de sa génération, pour des raisons familiales aussi, à cause de son père, à ce qui avait été ce formidable espoir. Et tout à la fin, quand nous assistions tous, de près ou de loin, à l'effondrement de l'Union soviétique, il y avait chez lui, comme chez les gens qui avaient intensément vécu cette période, une chose que ni vous ni moi ne pouvons comprendre, qui était ce mélange finalement d'espoir, de joie et de très grande tristesse. Que quelque chose était définitivement fini. Qu'une page s'était tournée, terminée. Et c'était la fin du siècle. Vous pensez que malgré tout, Yves Montand restera comme l'un des grands témoins de ce XXe siècle? Moi j'en suis sûre parce que, à la différence de beaucoup de politiques dont nous analysons, nous journalistes, à longueur de temps, les propos, Montand parlait avec son cœur. Et je crois que c'est pour ça qu'il trouvait autant d'écho chez des gens de générations différentes. Non seulement il parlait, mais il chantait. Non seulement il chantait, mais il jouait. Et je crois que c'est la grande supériorité des artistes, c'est qu'ils incarnent un petit moment d'éternité. Et je suis sûre que c'est le cas de Montand. Merci Christine. En 1991, en France, ce qui a particulièrement retenu notre attention, c'est un drame, une tragédie, comme notre pays n'en avait jamais connu. Ce soir, il ne sera pas question de déterminer les responsabilités, c'est désormais l'affaire de la justice. Nous avons voulu tout simplement donner la parole à ceux qui souffrent, ceux qui ont été contaminés par erreur par le virus du sida au cours d'une banale transfusion sanguine, car à l'époque, en 1985, les autorités sanitaires de ce pays savaient parfaitement que le sang utilisé pour ces transfusions était contaminé. Mais pour des raisons d'économie, on a préféré se servir de ce sang contaminé au lieu d'en importer, par exemple, des États-Unis. Décision criminelle, voici en tout cas le témoignage de Jean-Christophe, il a 13 ans. C'est bizarre de ressentir ça, parce que de se dire, mais qu'est-ce qu'on va ressentir si on a la maladie, qu'est-ce que ça peut apporter comme chose. C'est bizarre, ça fait tout drôle. On se dit pourquoi on est là, pourquoi on n'existe pas, pourquoi on existerait. Ça fait drôle. Parfois tu as peur ou pas? Non, j'ai pas peur. Non, je pense que ça me fait pas peur. Bon, voilà. Non, j'ai pas du tout peur. J'ai des appréhensions, parfois, pas souvent. Mais je pense pas que j'ai peur. Qu'est-ce qui te rassure? C'est tes parents? C'est la recherche qui avance? Qu'est-ce qui te rassure? Je pense, comment dire, je suis assez solitaire et je pense que j'ai pas de choses qui me rassurent, je me rassure moi-même. Disons que j'ai du mal à me confier à mes parents, ce qui est un grand tort, mais j'ai réussi à me rassurer tout seul. Je pense pas que ça soit la recherche. Disons que je réussirai à vivre même si la recherche n'aurait pas avancé. Donc c'est pas ça qui va me rassurer.
C'est sûr, ça me ferait plaisir, mais bon, c'est pas ça qui va vraiment me rassurer. Qu'est-ce que tu as le plus envie de dire aux gens qui sont comme toi et puis qui osent pas parler, qui se cachent? Déjà que je les comprends, parce que même moi aussi parfois j'hésite à parler, et que il faut qu'ils essayent. Parce que moi au début j'ai eu du mal à m'intégrer parmi les autres, parce que et avouer que j'avais j'en avais même avoué, parce qu'il fallait avouer que c'est dur de dire ça. Toi aujourd'hui, tu penses que tu es contaminé par le virus du sida ou que tu as le sida? Que je suis contaminée et que je peux très bien avoir le sida à un moment ou un autre, n'importe quand. Je peux l'avoir, que le sida soit déclaré dans mon corps, n'importe quand. C'est pas... Je sais pas, parce que c'est pas une maladie directe aussi, donc je peux pas penser vraiment... C'est sûr, c'est une méchante petite bébête en train de se promener dans mon corps, mais disons que je ressens pas physiquement. Sauf aussi un petit peu, par le moment j'ai des coups de fatigue. Ça, c'est pas important. Est-ce que tu en veux aux gens du CNTS? Oui, j'en veux. J'en veux pas faire passer la peine de mort. Bon, c'est une grave erreur qu'ils ont fait. Et le pire, c'est que je me suis dit, mais ils ont fait ça tout en connaissance de cause. Ils savaient ce qu'ils faisaient et ils étaient bien déterminés. On a l'impression que tu veux toujours te bagarrer. Ouais, il faut se bagarrer, et puis après, quand on aura fini de se bagarrer, on pourra prendre un grand moment de détente que les autres n'auront pas ce grand moment de détente, mais parce qu'ils ne se sont pas bagarrés jusqu'au bout. Après, bon, je vais me relâcher quand même. La retraite. Et puis l'une des meilleures nouvelles de l'année, l'esquisse d'un début de solution au conflit du Proche-Orient. Un processus qui doit beaucoup, il faut le souligner, à la volonté des États-Unis de parvenir à une paix négociée dans la région. Pour évoquer cet événement, pas d'analyse politique ou historique, pas d'image de négociation bilatérale à Washington ou à Madrid. Nous avons préféré demander à une femme d'être présente avec nous sur ce plateau. Elle est libanaise, elle est religieuse, elle se bat pour la paix, mais elle se bat à sa façon, avec pour seule arme sa voix. Mesdames et messieurs, sœur Marie Kérouz. وجعل أحشائي